À Panem 360, je suis avec Olivier Allary. Olivier Allary qui présente dans le contexte du festival Acousma une œuvre ce jeudi à l'usine C, 18 octobre. Et Olivier Allary, on vous connaît pour vos études en architecture, pour votre sound design, pour votre participation à des albums de personnalités connues. Évidemment, c'est dans le name dropping, on commence toujours par votre travail avec Björk Mhm. sur l'album Medulla. Vous avez travaillé avec Cat Power, vous avez travaillé avec Lou Barlow de Dinosaur Jr. Vous travaillez sur différentes structures compositionnelles aussi. Lorsqu'on écoute votre travail, ce dont il est question ici, et non pas de vos collaborations, votre travail, vous avez lancé, vous avez produit, créé, composé plusieurs albums, dont chez Fat Cat Records, chez Reflex Records. J'ai écouté le dernier. Et donc, lorsqu'on écoute vos œuvres récentes, on constate très rapidement que votre travail est aussi instrumental, réfère non pas strictement à la tradition électroacoustique ou plus précisément acousmatique, mais bien à un travail mixte d'influences diverses, n'est-ce pas? Oui, oui. Non, absolument. Mais parce qu'en fait, je veux dire, moi j'ai découvert en même temps le punk, la no wave, la musique électronique et aussi le travail des groupes de recherche musicale et d'autres, bien sûr, de ce que faisait Stockhausen à Cologne euh, et puis aussi à l'Institut de phonologie. Donc pour moi, Mhm. c'était à peu près à la même période que j'ai connu toutes ces musiques. Et c'est comme si, pour moi, elles s'emboîtaient parce que c'était ce qui était central autour de toutes ces musiques, c'était l'utilisation de studio comme instrument de musique. Exactement. Donc, du GRM au noise en passant par la pop de création, parce qu'on peut dire que Björk fait de la Ouais. pop de création, ou encore du indie rock chez Dinosaur Jr. ou du folk chez Cat Power. Vous avez touché à peu près tous les genres et vous n'y voyez pas de contradiction. Enfin, vous faites partie de cette génération et celles qui vous suivent qui ne voient pas nécessairement de frontières entre le GRM et le indie rock. Tout est Non, possible, voilà. non, pour moi, les plus grands albums de pop que j'écoutais, ça a toujours été des gens qui étaient en marge, comme de la même manière que Can, Kraftwerk, Le euh, krautrock. ouais, Kraftwerk, le groupe Mhm, Kraftwerk, le même Sonic Youth, euh, ou oui, ou des choses électroniques comme les choses du label Warp. C'était des choses qui étaient vraiment en marge. C'était ou même juste carrément les prémices de la techno. C'était des gens qui assemblaient des formes différentes, des styles différents pour créer des formes nouvelles. Donc pour moi, ça a mhm. toujours été important. Je pense que le premier choc pour moi, en fait, à l'époque, quand je faisais du punk et du noise, c'était une pièce de François Bale qui s'appelle Solitude. Et c'est une pièce qui est sortie sur un disque qui s'appelle Electronic Panorama. C'est quatre vinyles qui représentent quatre villes différentes. Oui, Euh, oui, oui, je connais voilà, cet album. c'est un album. Moi, ça m'a marqué. J'ai découvert ça peut-être à 19 ans. J'étais hyper impressionné à l'époque. Et il y avait donc ce morceau qui s'appelait Solitude, qui était une collaboration avec Soft Machine et François Bale. Et Oui, donc, c'était un François son de Bell. truc rock psychédélique qui partait dans tous les sens, qui était trituré, transformé. Et j'avais trouvé ça incroyable. Et c'est ça, et pour moi, à l'époque, dans les années 70-80, que j'ai pas forcément connu, j'ai trouvé qu'il y avait une ouverture que pour moi était hyper importante. Je trouvais que ça faisait partie tous ces éléments devaient faire partie de mon travail. Hein. Oui, c'est ça. Déjà, dans les années 70, il y avait des électroacousticiens qui travaillaient avec des praticiens de la musique qui venaient d'autres horizons. Soft Machine n'a pas grand-chose à voir avec l'électroacoustique, mais François Bell a travaillé avec eux. Alors Mhm. donc, c'est extraordinaire. Et ça se poursuit. Il y a toujours des chemins de traverse qui mènent à d'autres que le strict sillon électroacoustique ou post-minimaliste ou musique Absolument. contemporaine, enfin tout ce qui vient de la musique instrumentale contemporaine de tradition européenne ou électronique de tradition européenne. Et donc,
et maintenant, vous êtes un peu de cette tradition-là aussi. Vous êtes Mhm. vous-même européen, même si transplanté à Montréal. D'ailleurs, Mhm. il n'y a pas grand monde qui sait pourquoi, ni moi d'ailleurs, pourquoi vous êtes à Montréal. Oh, bah, c'était là, ça fait 23 ans que je suis à Montréal. Bah, en fait, c'est tout simple, hein, c'était juste à l'époque où j'ai quitté la France pour faire des études d'art sonore à Londres. Euh, j'ai rencontré j'ai eu une petite amie là-bas et puis qui était anglo-américaine. On a décidé de venir vivre à New York. Puis la vie à New York était juste impossible. Donc on nous a dit que Montréal était une ville qui était incroyable pour les artistes. Et effectivement, en 2001, Montréal, on pouvait vivre extrêmement décemment en tant qu'artiste. Et ce qui s'est C'est passé, c'est vrai. qu'à l'époque, j'ai reçu une avance sur mon travail avec Björk. Et c'était tout simple, hein, le calcul était fait. C'était avec l'argent que j'avais reçu pour 2 remixes, je pouvais vivre quasiment 2 ans à Montréal. Donc, je me suis dit, soit je rentre en France et puis je vais devoir travailler, avoir enfin, un travail alimentaire, ou soit je reste à Montréal, je trouve un loft, je transforme ça en studio et je vis 2 ans sans avoir à travailler, en fait. Et ce qui était juste parfait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens assez extraordinaires. J'ai découvert la richesse de Montréal, la richesse musicale, le fait qu'il y ait quand même quasiment quatre institutions ou Universitaire. conservatoires. Ben ouais, c'est ça, ça amène une masse de musiciens incroyable. Après, j'ai commencé à faire de la musique de film ici. Donc, ça fait à peu près 17 ans que je fais de la musique de film ici. Donc, c'est ça, c'est vraiment de fil en aiguille. J'ai établi un réseau de collaborateurs, de musiciens. Et puis, c'est ça, dire à l'époque, euh, je m'étais dit que ce serait je voulais vraiment focaliser sur mon travail d'artiste et je ne voulais pas faire de compromis, tout simplement. Et c'était un lieu idéal pour ne pas en faire, effectivement. Ah, complètement, complètement. Bon, bien sûr, les choses ont changé, mais c'est quand même encore un lieu où on peut se permettre d'avoir. Privilégié, oui. Oui, absolument. Oui, D'ailleurs, je oui. Vous pense que. avez presque une douzaine de bandes originales que vous avez composées, sans compter de nombreux projets audiovisuels, j'imagine, et aussi, évidemment, vos albums solo et votre travail de compositeur. Bon, sur l'album le plus récent, il y a vraiment beaucoup de travaux différents pour aussi des instrumentations différentes pour basson, pour alto, pour vibraphone et marimba. Donc, vous vous promenez dans toutes sortes de directions. Mais pour moi, en fait, ce qui m'a aussi, disons que moi, j'ai vraiment appris la musique vraiment à l'envers. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment commencé, du moins à l'envers par rapport à des gens qui ont un cursus plus classique. Moi, je viens vraiment de l'expérimentation, du noise, du punk. Pendant très longtemps, je n'ai pas su du tout écrire la musique. Je faisais tout à l'oreille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de mon travail avec Björk, je veux dire, et surtout de mes sorties de disques sur Fat Cat, c'était l'époque aux alentours de 2004-2005, donc post-Napster. Et clairement, de vivre du disque s'annonçait extrêmement difficile. Et donc, j'ai commencé à travailler en musique de film. Et là, je me suis dit, ben là, il serait peut-être temps que j'apprenne à écrire la musique. Donc, j'ai fait une formation. J'ai fait les cours du soir à McGill. Après, j'ai suivi des classes de maître au conservatoire avec Michel Gonville. Et puis après, finalement, j'ai terminé avec une maîtrise en composition et création sonore à l'Université de Montréal, où là, vraiment, j'ai focalisé sur l'écriture pure sur partition. Parce que pour moi, c'était donc vraiment la musique de film. Et ça a été une manière de faire ma formation musicale sur le tard. Oui. Donc pour moi, de revenir, pas revenir, mais de finalement arriver à, à transformer tout ce que j'avais établi en studio avec la multiplication d'instruments solo, ou du moins ma relation avec les musiciens, et arriver à finalement sortir du studio pour mettre ça sur partition, c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire comment utiliser, comment représenter des processus électroniques de manière acoustique. C'était ça le but de ce disque. Après, je veux dire, il y a aussi plein de choses purement électroniques qui m'intéressent. Mais là, pour moi, c'était une manière de combiner tout ce que j'avais fait depuis 25 ans. Si on écoute vos œuvres récentes sur disque, on observe qu'il y a de l'électronique, il y a du post-minimalisme, donc on sent
votre séjour en Amérique a été marquant du côté du minimalisme américain et de ce qui s'en est suivi. On le sent dans vos structures, dans certaines circonvolutions et l'utilisation des harmonies et les déphasages rythmiques. On voit que vous faites ça et vous faites toutes sortes de choses. Vous allez aussi dans le textural, dans le bruitisme, dans le noise, comme vous disiez. Et donc, j'imagine que la pièce que vous allez présenter ce jeudi dans le contexte de Acousma est un prolongement naturel de ce que j'ai entendu sur disque, non? Non, pas du tout. Non? Ah bon, Non, excusez-moi. non, non, non. Mais justement, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Pour moi, il y a vraiment, il y a vraiment, en fait, pour moi, tout est lié, mais il y a aussi une envie en ce moment. Donc, ce que j'ai fait pour Acousma est totalement électronique. OK. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de sortir Apparition sur le label Line, où c'était vraiment extrêmement acoustique, et ça, c'était vraiment parce que je voulais célébrer d'une certaine manière mes 25 ans de travail de studio et transformer ça de manière sur partition, de manière purement acoustique. J'ai aussi sorti un disque un peu avant celui-ci qui s'appelle Pieces for Sine Wave Oscillators, sur le même label, sur Line, qui lui en fait revenait vraiment au rudiment de la musique électronique, c'est-à-dire comment uniquement utiliser une soixantaine ou une centaine d'oscillateurs sinus, parce que je voulais vraiment revenir aux fondations. Et à la suite de cet album acoustique, j'ai découvert les nouvelles recherches en intelligence artificielle, et je me suis dit qu'il y avait vraiment l'émergence d'un nouveau médium, et que justement j'ai décidé de m'engouffrer complètement là-dedans il y a à peu près un an et demi, parce que ça fait quand même longtemps que je travaille aussi avec un ami artiste qui était montréalais pendant une quinzaine d'années, Grégory Chatonsky, à qui j'ai travaillé de temps à autre sur des projets de génération artificielle. Et puis là, donc, en fait, j'ai décidé de vraiment m'immerger à fond dans ce nouveau médium et de générer à peu près près quasiment 1 millier de sons avec des moteurs différents, des logiciels qui travaillent de manière locale ou online. Et donc, non, en fait, le projet que je présente à Acousma s'appelle Présence imaginée. C'est en fait l'idée d'un réseau neuronal qui essaie de se souvenir de l'existence humaine. Donc, c'est comme si Il n'y avait plus d'existence humaine et qu'une intelligence artificielle essaie de s'en remémorer. Exactement, c'est ça. Donc, en fait, comment les réseaux neuronaux en ce moment représentent l'empreinte humaine audible. Donc, c'était plus ça, c'était vraiment d'avoir. Et donc, j'ai vraiment, donc, comme je vous dis, généré à peu près de 500 à 1 millier de sons que j'ai combinés ensemble afin de générer ces paysages sonores ou musicaux qui représentent d'une certaine manière notre présence. Oui. Si on essaie d'expliquer la méthodologie, vous avez généré des sons, l'intelligence artificielle fait son bout de chemin à partir du moment où il y a une banque de sons et il y a des différents sentiers que cette IA doit prendre. Enfin, expliquez-nous. D'accord. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est avec des scripts, c'est-à-dire des scripts où on décrit ce qu'on aimerait entendre. Par exemple, un des scripts textuels littéral que j'ai écrit, c'était simplement bruit d'enfants jouant sur le rivage d'un lac avec des bateaux passant à distance. Ou par exemple, bruit d'oiseaux qui passent dans le ciel avec un camion qui passe, ou des choses comme ça, où c'était vraiment, par exemple, accords de piano sombre dans une église avec une acoustique démesurée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, souvent, donne beaucoup de scories. Pour l'instant, on est vraiment aux prémices, on est vraiment à l'émergence d'un médium. Donc, il y a beaucoup Le déchet.
énormément de déchets. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de nous vendre l'intelligence artificielle comme le remplacement enfin, un grand remplacement de l'humanité, du travail. Et, tout. Et en fait, finalement, on est vraiment aux prémices. Je trouve qu'au niveau de la musique, il y a beaucoup de scories. C'est pas du tout convaincant. C'est vrai que pour des choses systématiques, c'est-à-dire, par exemple, de la techno binaire ou même peut-être de la musique sérielle, c'est peut-être un peu convaincant parce que c'est des choses assez systématiques. Par contre, pour tout ce qui est musique classique, jazz, c'est un désastre, ça ne marche pas du tout parce que c'est trop complexe, et puis ça donne des résultats qui sont grotesques. Mais en fait, quand on commence à creuser et qu'on arrive à pousser la machine dans ses derniers retranchements, on arrive à avoir des choses extrêmement intéressantes. C'est comme si on arrive à avoir des sons qui sont totalement dénués enfin des sons qui sont totalement oniriques, qui sont presque cauchemardesques. Et en fait, ce que je fais, c'est justement, j'assemble comme si j'étais allé enregistrer des paysages sonores avec un système et je combine ces paysages sonores, ces paysages musicaux ensemble afin de donner une sorte de narration, une sorte une sorte de forme musicale qui n'existe pas, parce qu'il y a beaucoup justement, dans ces scories, dans ces déchets, il y a énormément de choses qui sont absolument incohérentes. Et puis, il y a des choses qui sont... Donc, c'est un sorte de très, très gros de composition qui utilise en fait des ready-made audio. Ok, je vois. Et donc, si j'ai bien compris, on est au premier balbutiement de l'intelligence artificielle d'un point de vue compositionnel. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Et à un moment donné, ce que j'ai compris aussi de ce que vous me dites, c'est que l'intelligence artificielle commence à donner des résultats sur des structures linéaires et non pas sur des structures complexes de changements harmoniques ou de modulation et d'orchestration, etc., mais sur des questions linéaires, c'est-à-dire des superpositions de couches sonores, on y arrive, c'est ça? En fait, il faut vraiment ce que j'ai fait dans cette pièce, j'ai essayé d'isoler le plus possible. C'est-à-dire vraiment, par exemple, pour combiner un paysage sonore, j'essaie de penser à tous les éléments. C'est-à-dire, je prends un exemple, il y a une section où j'essaie de recréer un sorte de village, un village un peu fantasmé. Et là, il fallait que je génère les cloches seules, les animaux seuls, le bruit du camion qui passe seul, et puis une forme d'harmonie, du vent. Et donc, en fait, un paysage, en fait, c'est la même manière que si je prenais des effets sonores et que j'essaie de bâtir quelque chose. Sauf que chaque son est teinté d'une patte particulière. Donc, c'est ça, c'est que faut vraiment isoler les éléments et leur donner une cohérence en combinaison avec les autres éléments. C'est vraiment, c'est vraiment du bricolage. Oui, ça, il y a beaucoup de retours de l'humain sur ce que l'intelligence artificielle fait. Donc, il y a vraiment un échange constant. C'est pas le début avec une banque, après ça, on laisse l'IA agir et après ça, on présente le résultat. C'est pas du tout comme ça. Il y a une interrelation constante pendant un long processus. Complètement. Non, non, c'est ça qui est vraiment fascinant. C'est qu'en fait, c'est clair qu'il y a un certain élément qui est assez aléatoire, parce que c'est comme si on allait à la pêche, et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on va pêcher. On peut, avec un script, je peux générer 20, 30 ou un millier de sons qui seront. Après, ça dépend. Il y a tout un processus où on doit apprendre comment scripter convenablement afin d'avoir des résultats intéressants. Mais ça prend pas mal de temps. Et puis surtout, même avec un script convaincant, on peut avoir 20, 30 sons qui n'auront rien à voir. Et puis après, pour moi, c'était vraiment à l'oreille. C'est-à-dire, au bout d'un moment, dès les premières secondes, je savais si j'allais garder ce son ou pas. Et s'il allait pouvoir être combinable. Et puis surtout, ce que je faisais, c'est pour générer tout ce qui était musical, les paysages musicaux, j'utilisais beaucoup je mettais un drone constant où je mettais une progression harmonique. Et ce que je faisais, je testais très rapidement les sons pour voir si ce que j'avais utilisé fonctionnait dans telle et telle tonalité, afin de vraiment faire un choix éclairé sur ce que j'entendais.
Ah, très intéressant. Mais bien sûr, le résultat parlera de lui-même. C'est toujours le résultat qui compte. Donc, Non, c'est une pièce d'une quinzaine de minutes, j'imagine. c'est ça, c'est à peu près Et 15. et c'est votre dada principal en ce moment, si je comprends bien. Disons qu'il y a deux choses, c'est ça, c'est l'écriture, de l'écriture pour ensemble orchestral, et puis aussi bon, la musique de film, et puis ça, cette chose qui est vraiment, disons que là, pour moi, la recherche musicale m'a toujours extrêmement intéressé, et là, vraiment, je trouve ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans l'émergence de quelque chose de réellement novateur, parce que on va dire jusqu'à 2000, on a vu quand même beaucoup de processus nouveaux qui sont apparus, mais on va dire de 2001, quand il y a commencé à avoir les premières émulations de circuits analogues, les premières recréations de synthétiseurs virtuels, de vieux compresseurs, on a vu quasiment au moins 25 ans où, bien sûr, c'était intéressant et peut-être nécessaire d'arriver à recréer tous ces systèmes analogiques de manière digitale, mais on a eu sorte de regard vraiment vers le passé qui a amené assez peu d'innovation. C'était vraiment la qualité, oui, maintenant est C'était incroyable. la recréation de technologies qui avaient performé une génération plus tôt. Complètement, complètement. Et là, finalement, on arrive à quelque chose, une vraie émergence d'un nouveau médium, de nouveaux processus. Et là, c'est clairement les balbutiements, mais je pense que ce que ça amène est absolument incroyable. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer d'ici 10-15 ans avec ce type de système. N'osons pas, n'osons pas. Nous en va- Non, mais ça risque d'être vraiment fascinant. Enfin, il y aura clairement, je pense que il y aura clairement un lien avec la machine qui nous rend finalement encore plus cyborg d'une certaine manière, parce que c'est un lien encore plus étroit. Euh, mais oui, ça risque d'être incroyable. Bien sûr. Ce qui est assez fou, c'est à l'époque aussi ce qui m'a amené à retravailler avec ces systèmes d'intelligence artificielle, c'était les premières recherches que j'ai fait il y a 2-3 ans sur les images générées. J'ai essayé de faire un sorte de catalogue de mes rêves, euh, mais avec des générations images. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les générations images qui étaient faites à partir de scripts ont commencé à nourrir mon imaginaire. Et ont commencé à nourrir mes rêves. Et pareil avec les sons que j'ai générés, c'est-à-dire c'est des sons qui ont une telle qualité, bah, vous le verrez vendredi, il y a quelque chose qui est tellement euh, c'est-à-dire, en fait, je pense que après, bon, c'est parce que c'est des balbutiements, et donc il y a une texture qui est si particulière qu'en fait, l'oreille humaine et le cerveau cherchent continuellement d'analyser et de comprendre la source. C'est-à-dire, il y a une ambiguïté sonore qui est incroyable. Je pense qu'il risque malheureusement de disparaître parce que je continue toujours à travailler avec les nouveaux algorithmes qui sortent. Et ce qui est étrange, c'est que les nouveaux algorithmes sont plus propres, mais sont moins onériques et moins intéressants que les premiers. Donc peut-être que finalement, ça restera une période assez courte, mais en tout cas, au niveau sensible, au niveau sensitif, pour moi, ces sons sont vraiment extrêmement évocateurs et très, ouais, et très troublants. Intéressant. Donc, les premiers balbutiements euh, portent une sensibilité supérieure à ce qui s'ensuit, mais peut-être que au troisième chapitre, ce sera autre chose. On ne sait pas. On verra, on verra. Ça dépend, c'est ça, ça dépend quel est l'objet de ces technologies. Est-ce que c'est des technologies qui sont faites pour créer de la musique d'ascenseur, de la musique de décoration pour vidéo YouTube, ou est-ce que c'est des vraies choses enfin des vraies plateformes de recherche musicale? Alors, on aura l'occasion de s'en reparler maintenant qu'on a fait connaissance, Panem et Olivier Allary, puisque nous sommes au premier balbutiement d'une très longue aventure qui va nous survivre certainement. Et Absolument. donc, on aura l'occasion certainement d'en reparler. On vous souhaite un excellent concert à Merci l'usine bien. C. Et ben, écoutez, vous étiez un secret bien gardé pour beaucoup de gens qui connaissent bien le milieu musical montréalais. Et maintenant, c'est terminé. Très bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.